Il y avait une fille et ses 11 frères qui demeuraient dans une grande cabane. La fille vivait au nord de la cabane, les garçons au sud, près de la porte. Elle faisait de la très bonne cuisine et elle était jolie. Beaucoup de jeunes gens la demandaient en mariage, mais elle les refusait tous. Coyote entendit raconter ces choses et voulut aller voir par lui-même. Il aimerait épouser quelqu'un qui lui ferait de la très bonne cuisine. Il s'habilla richement et s'enfuit à la cabane. Ne veux-tu pas m'épouser dit-il à la jeune fille. Elle rit un peu. Je suis riche, reprit Coyote. Je suis fort. Je puis faire beaucoup de choses. Tous ceux qui ont essayé de me conquérir y ont renoncé, dit-elle en riant. Je suis trop difficile. Mais que faut-il faire pour te gagner? Or, elle était un peu sorcière. D'abord, il faut tuer au moins un dieu étranger. Bon, dit Coyote, si ce n'est que cela, tu seras bientôt ma femme. Près de là vivait un géant qu'on appelait le géant rouge. Il était grand comme une montagne. Coyote lui fit de longues salutations. Celui qui pourrait être le maître de la terre, vit-il là tout seul, sans un serviteur demanda-t-il enfin. Mes serviteurs, grogna le géant, je les ai mangés. Je suis si coriace, sourit Coyote, que ça ne vaut pas la peine de me manger, et je serai volontiers ton serviteur. Je cours très vite, je puis sauter 4 buissons d'un seul bond, j'attraperai tes ennemis et je n'ai pas mon pareil pour préparer les bains dans la loge à transpirer. La loge à transpirer, dit le géant, qu'est-ce cela? Quoi, n'as-tu pas de loge à transpirer? Mais il faut en construire une, aussitôt, je vais t'aider. Ils rassemblèrent des rondins et les disposèrent suivant la coutume, les uns fichés dans le sol en cercle, les autres placés sur ceux-ci et pointant vers le centre. Ils bouchèrent les moindres fentes avec des herbes, puis recouvrirent le tout d'écorce, d'herbe et enfin de terre. Cela fit une hutte ronde et basse, parfaitement fermée, avec juste un trou pour entrer dedans. Alors, ils allumèrent un grand feu et ramassèrent des pierres. Ce faisant, Coyote trouva un long os de cerf, sec et blanchi, et le mit de côté. Quand les pierres furent chaudes, ils les portèrent dans la loge et jetèrent de l'eau dessus. Une grande fumée s'éleva, et ils prirent un bain de vapeur qui leur fit grand bien. Le géant rouge était satisfait de son nouveau serviteur et ne pensait pas à le manger. Ils s'assirent, et comme la nuit était venue, ils fumèrent leurs pipes en silence. Puis Coyote dit, je connais un tour de magie pour courir vite, je vais te le dire. Tu coupes ta jambe jusqu'à l'os et tu casses l'os. Après, tu cours 2 fois plus vite. Je l'ai fait bien souvent. Il prit son couteau et le racla sur l'os de cerf. Cela fit un bruit désagréable. Puis il frappa un coup sec et l'os se brisa. Le géant rouge l'entendit. Cela ne te fait-il pas un mal? Si, dit Coyote, en contrefaisant la voix de quelqu'un qui souffre, mais il le faut. Puis il ajouta, oh hi, oh hi, ce qui veut dire guéris-toi. Et il découvrit sa jambe à la clarté du feu mourant. Tu vois, la plaie s'est refermée et je courais 2 fois plus vite qu'avant. Il sauta en l'air pour bien montrer comme il était agile. Le géant rouge dit aussitôt, je veux faire la même chose. Il coupa sa jambe jusqu'à l'os et cela lui fit grand mal. Le sang ruisselait. Casse l'os maintenant, lui cria Coyote. Et il l'aida à le faire avec la tête de son tomahawk. Maintenant, dis oh hi, pour que la plaie se referme. Oh hi, gémit le géant d'une voix mourante. Naturellement, la plaie ne se referma pas. Et Coyote prit son arc et tua le géant. Il s'en fut retrouver la jeune fille. J'ai tué le géant rouge. Épouse-moi maintenant. Pas encore, dit la jeune fille. Tu dois être d'abord tué 4 fois et revivre. Or, le noyau de vie de Coyote était juste à la pointe de son nez et juste à la pointe de sa queue. Tant que ces endroits n'étaient pas détruits, Coyote n'était pas mort. La jeune fille l'emmena derrière la maison, le battit cruellement et le laissa gisant sur le sol. Puis elle revint tranquillement chez elle et se mit à tresser des corbeilles. Mais le bâton n'avait pas touché le bout du nez de Coyote, ni celui de sa queue, et il se releva et revint trouver la jeune fille. Et d'une, dit-il. Elle prit sa hache,
Cette fois, il le tailla en tout petits morceaux, puis s'en alla. Deux de ces petits morceaux étaient le bout de son nez et le bout de sa queue. Il rassembla donc tout son corps et revint devant la jeune fille. Et de deux, dit-il. Elle prit alors une grosse pierre et l'écrasa, mais pas assez fin pour que ne fussent intacts le petit bout de son nez et le petit bout de sa queue. Il se dressa donc encore vivant devant elle. Et de trois. Alors l'ayant réduit en poudre, elle le mêla à de la terre et le jeta aux quatre vents. Mais l'un de ces grains de poussière était le bout de son nez, et un autre le bout de sa queue. Il ne mourut donc pas, et revint. Et de quatre, dit-il, maintenant tu m'épouses. Elle fut bien obligée de dire oui. Ses 11 frères revinrent alors. Ils rapportaient des quartiers de cerf qu'elle fit cuire. Eux, cependant, sentaient dans la demeure un animal étranger, et ayant cherché, ils découvrirent Coyote. La jeune fille raconta toute l'histoire, alors on les chassa tous les deux. Ils s'enfuirent dans la maison de Coyote, celui-ci s'assit et demeura silencieux. La cabane était froide et noire. La jeune fille se sentait triste. Enfin Coyote dit: Tu as voulu me tuer 4 fois. Il faut que je te tue à mon tour. 4 fois il essaya de la tuer, mais le noyau de vie de la jeune fille était caché hors de son corps. On verra où tout à l'heure. Alors elle ne mourut pas, et voyant qu'ils étaient aussi forts l'un que l'autre, ils devinrent amis. Cependant, les 11 garçons ne voyaient pas d'un bon œil leur beau-frère. Un jour qu'ils partaient à la chasse et que Coyote insistait pour les accompagner, le plus jeune dit: Laissons-le venir, après tout, il rabattra le gibier vers nous. Arrivés sur une maison qui surplombait la vallée, ils virent un troupeau de moutons, de mouflons, des montagnes rocheuses, et Coyote se chargea de l'amener vers les chasseurs, ce qu'il fit avec une grande habileté. On en tua 4, et parmi eux, le chef du troupeau, un grand bélier aux cornes recouvrées. Je veux les cornes, criait le frère aîné. Les cornes en ce temps étaient de chair compacte et fine, et c'était un morceau recherché. Pas du tout, dit Coyote. J'ai rabattu le troupeau, les cornes sont pour moi. Le chasseur tira son couteau pour les couper au ras du front. Sinantlehi, cria Coyote, ce qui veut dire tourne-toi en os. Aussitôt les cornes devinrent dures comme de l'os, et le chasseur s'épuisa à vouloir les couper. On voit encore aujourd'hui sur les cornes des mouflons les profondes dentelures de son couteau. Les 11 frères dépecèrent le gibier et en firent un paquet qu'on attacha sur le dos de Coyote. Va porter cela à la maison. En faisant le tour du canyon, nous continuons notre chasse. Coyote partit pour faire le tour du canyon, mais au bout d'un peu de temps, il trouva que c'était bien de la peine. Il posa son paquet et s'assit pour considérer une troupe d'oiseaux qui jouaient du haut en bas de la montagne. Il se perchait en équilibre sur des pierres et glissait en bas avec elles. Coyote voulut les imiter, cela ne lui réussit pas. Il perdit l'équilibre et culbuta dans la vallée. Comme il se relevait en se frottant le dos, il vit des loutres qui jouaient à un autre jeu dans la rivière. L'une disait à l'autre: Je te parie ma peau que je serai avant toi sur l'autre bord. Celle qui avait perdu se dépouillait de sa langue pour lustrer, puis elle plongeait de nouveau et ressortait de l'eau avec une peau nouvelle. Coyote se joignit au jeu. Je te parie ma peau que je serai avant toi sur l'autre bord. Coyote est médiocre nageur. Il perdit, on lui arracha sa peau. Que m'importe, dit-il, je vais en avoir une toute neuve. Et il plongea comme avaient fait les loutres, mais quand il ressortit, il était aussi nu qu'avant. Que faire? Il gelait de froid dans la rivière. Les loutres eurent pitié de lui. Elles le tirèrent de l'eau et l'enfoncèrent dans le terrier de blaireau. Il y avait par là des poils longs et pâles qui traînaient. Ils se collèrent à la peau de Coyote et aussi un peu de sable, et cela lui fit le pelage rude et terne qu'il porte encore maintenant. Aussitôt sec, il voulut reprendre le jeu, mais on se moqua de lui. Parier une si vilaine peau? Personne n'en veut, criaient les loutres, et elles le chassèrent à coups de pierre. Coyote remonta un peu la pente, puis un peu plus, puis, quand il fut tout en haut, il se coucha sur un rocher en surplomb et cria des injures affreuses aux loutres en dessous. Les loutres supportèrent cela un moment, puis elles se rassemblèrent en conseil et appelèrent les chefs des araignées et ceux des moineaux des falaises.
Les araignées gravirent la montagne, elles vinrent jusque derrière Coyote sans être vues et tissèrent un filet solide qui barrait le chemin. Puis les loutres attaquèrent. Coyote voulut fuir et tomba dans le piège. Les loutres le mordirent, les moineaux le mangèrent tout entier, depuis le petit bout de son nez jusqu'au petit bout de sa queue. Et c'est ainsi que finit Coyote. Quand il se fut passé 4 jours et qu'on fut bien certain que Coyote ne reviendrait plus, sa femme se mit à pleurer et les frères se moquèrent d'elle. Elle les défia d'un air farouche, puis elle rentra dans la cabane. Le plus jeune regarda par la fente et voici ce qu'il vit. Elle se tourna vers le nord et s'arracha une dent. À sa place poussa un croc gigantesque. Elle se tourna vers le sud et fit de même, puis vers l'est, puis vers l'ouest, et quand ce fut fini, 4 grands crocs sortaient de sa bouche et elle s'était changée en ours. Ce doit être, pensa le jeune frère, un tour de magie que lui a appris Coyote. Il faut que je fasse bonne garde. La fille ours partit et ne revint que le soir. Elle avait l'œil plein de sang et le corps hérissé de flèches. Le jeune frère regarda par une fente et voici ce qu'il vit. Elle se tourna vers le nord, arracha une flèche, l'échaloupait, et celle-ci se guérit. Elle fit de même vers le sud, puis vers l'est, puis vers l'ouest, puis de nouveau vers le nord, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle ait arraché toutes les flèches. Alors, elle fut guérie et se coucha. Le frère la suivit le lendemain. Il vit qu'elle livrait bataille à tous les ennemis de Coyote. Bientôt ce qui restait des moineaux se cacha dans les trous des falaises. Les loutres gagnèrent l'eau profonde, les araignées creusèrent leur demeure dans la terre. C'est là qu'ils vivent tous encore aujourd'hui. Le frère se dit, ce sera demain notre tour. Il avertit les autres. 3 frères partirent au nord, 3 au sud, 2 à l'est, 2 à l'ouest. Le 11e creusa le sol de la cabane et se cacha sous plusieurs pieds de terre. Le lendemain, la fille ours vit qu'ils étaient partis. Elle prit un peu d'eau de la cruche et la répandit sur le sol. L'eau coula vers le nord. L'ours partit vers le nord, trouva ses 3 frères et les tua. Le lendemain, l'eau coula vers le sud. Le jour suivant, elle coula vers l'est et celui d'après vers l'ouest. Et chaque fois, la fille ours suivait cette direction et tuait ceux des frères qu'elle trouvait. Le 5e jour, l'eau coula droit dans la terre. L'ours prit une brèche, creusa le sol de la cabane, trouva le 11e frère et il était bien armé. Il sortit seul du trou et puis il s'éloigna. Elle le suivit et voulut le ramener dans la cabane. Mais le vent se leva et dit à l'oreille du jeune homme, « N'y retourne pas, il y a eu trop de misère et de sang dans cette cabane. » Depuis ce temps, jamais les Navajos n'habitent la demeure où la mort a passé. Ils la brûlent et en construisent une autre. La fille ours dit à son frère, « Assieds-toi face à l'ouest, que je peigne ta chevelure comme autrefois. » Le vent murmura, face au nord, afin de surveiller son ombre. Le jeune homme s'assit face au nord, et sa sœur derrière lui commença de peigner sa longue chevelure. Puis elle allongea le museau et s'apprêtait à le dévorer, quand il lui dit, « Voyons son ombre sur le sable. Pourquoi allonges-tu ainsi le museau ?» Elle retira la tête avec un grognement, et tous deux se levèrent. « Cours, conseilla le vent. Son noyau de vie est là-bas, au pied de cet arbre. Il te faut l'atteindre avant elle. » Il se mit à courir, l'ours sur ses talons, un yucca surgit devant elle, puis un cactus, puis un yucca encore, et chaque fois il lui fallait s'arrêter et tourner l'obstacle, si bien que le jeune homme fut à l'arbre le premier et tira une flèche dans les airs. Du sang jaillit en même temps, l'ours tombait sur le côté, le flanc ouvert. « Vois, souffla le vent, les 2 sangs vont se rejoindre sur le sable, empêche-les, sinon elle reprendra toute sa force. » Le frère tira son couteau de pierre, creusa un grand sillon dans le sable. Le sang devint si épais qu'il s'arrêta de couler et la fille ours mourut. Alors le jeune homme lui coupa la tête et la lança contre le tronc de l'arbre en criant, « Reviens à la vie et vis bien désormais. » La tête redevint une ours qui se sauva vers les montagnes. Le jeune homme se construisit une nouvelle cabane et vécut en paix. Parfois le soir, il voyait au loin sur les pentes un grand ours noir qui ne descendait jamais vers la plaine. Il y a encore aujourd'hui des ours de cette espèce dans la Sierra de Tunica.